qui, après avoir enseigné dans le secondaire, a enseigné à Paris 1, puis Paris 8, dont elle assura même la présidence. Parmi les nombreuses recherches sur l'histoire sociale et politique, elle s'est tout particulièrement intéressée aux mobilisations collectives et à leur expression dans les manifestations de rue. On lui demande donc d'intervenir et je lui pose la question en quoi la création de la FSU fut un moment singulier, comme nous le disons, de l'histoire syndicale. Merci, bonjour à toutes et tous. Oui, moment singulier sur lequel je voudrais revenir, dans la mesure où les années qui voient la FSU se constituer et asseoir son poids correspondent avec une séquence de forte mobilisation nationale et internationale dont il me semble qu'elles ont contribué, de par l'intrication qui s'est opérée entre cette fédération naissante et ces mobilisations, à asseoir le poids et la capacité d'action de la FSU. Alors, en 3 temps, plus ou moins chronologiques. Quelques mots d'abord sur la stratégie de la FEN. La stratégie de la FEN qui, vous le savez, nous le savons, va aboutir aux exclusions préalables à la constitution de la nouvelle fédération. Au terme du premier septennat de François Mitterrand, la FEN, à cet égard comme d'ailleurs d'autres en phase avec certains dirigeants socialistes, avait dessiné les contours d'une recomposition réformiste du syndicalisme dont l'objectif était de donner naissance à un syndicalisme social-démocrate dont la France et le Parti socialiste ont toujours été dépourvus. C'est une spécificité française. La chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique confortent la FEN dans cette stratégie, persuadée qu'elle est que l'un et l'autre auront pour conséquence mécanique l'effondrement du courant Unité-Action et de son bastion entre tout ce qui est le SNES, l'un et l'autre assimilés au Parti communiste par la FEN. En 90, elle en appelle publiquement à un syndicalisme libre et indépendant qui pourrait rassembler autour d'elle la CFDT, Force ouvrière et certaines marches critiques, c'est la FEN qui parle, de la CGT, pour ainsi répondre comme il conviendrait, comme il conviendra, selon elle, mettre en œuvre les redéfinitions rendues nécessaires par la construction européenne, l'effondrement du socialisme existant, comme on l'appelait, la financiarisation et la mondialisation. Cette stratégie énoncée s'accélère, enfin la mise en œuvre de cette stratégie, la tentative de mise en œuvre de cette stratégie énoncée s'accélère à la veille des élections législatives de 93, dont la FEN craint, non sans quelques raisons, qu'elle se solde par un changement de majorité qui évidemment réduirait singulièrement la portée politique de cette stratégie engagée. Et c'est lors de son congrès d'avril 92 qu'elle va exclure le SNES et le SNEP, ce qui amène les minoritaires à riposter en engageant le processus de construction d'une nouvelle fédération dont on vient déjà de faire état. Je vais essayer de ne pas répéter ce que Raphaël a dit à plusieurs points, mieux que je ne comptais le faire dans mon intervention. Le problème pour la FEN, c'est que cette stratégie est engagée à contretemps des stratégies propres à chacune des organisations auxquelles elle tente de s'adresser. En 89, Marc Blondel a accédé à la direction de Force ouvrière, qui l'engage dans un syndicalisme qualifié par lui de contestation, doublé dans cette confédération d'une approche critique de l'évolution européenne, alors que l'Europe avait constitué un des socles de Force ouvrière, la politique européenne, à l'encontre des autres, de la CGT notamment, entre autres. Cette même année, le groupe des 10, qui a été créé en 81
par des organisations syndicales autonomes et qui jusqu'alors étaient divisées par rapport aux propositions qui étaient avancées par la FEN, et rejoint par de nouveaux syndicats qui sont issus pour l'un des coordinations postes et infirmières et pour l'autre de syndicats et syndiqués en rupture avec la CFDT, et qui renforce au sein du groupe des 10 les tenants d'un syndicalisme de transformation sociale. Enfin, en 92, Nicole Notat, qui est devenue secrétaire générale de la CFDT, se réclame bien, non sans quelques similitudes avec la FEN, d'un syndicalisme qui serait en prise sur l'économie de marché et qui serait marqué par une culture qualifiée de négociation, mais développe des stratégies qui lui sont personnelles et qui sont antinomiques avec celles qui sont proposées par la FEN. Donc, pas d'interlocuteur. Ce qui m'amène à mon deuxième point, sans transition. Cette même décennie voit s'engager un regain de mobilisation. Mobilisation qui, je vais d'abord parler des mobilisations à l'échelle nationale, mobilisations qui non seulement renaissent, mais sont pour la plupart victorieuses. Donc une phase d'offensive militante de plusieurs origines. Durant les 2 années précédant les législatives, le SNES, dont la FEN escomptait l'effondrement, se mobilise à diverses reprises contre la loi d'orientation Jospin sur l'éducation. Après la mise en place, mais comme tu l'as fort bien rappelé en citant Raphaël, du gouvernement Balladur, premier gouvernement de cohabitation, je ne développe pas puisque ça a été dit beaucoup mieux que je ne le ferai, mais en tout cas une manifestation qui indéniablement oblige, et c'est intéressant du point de vue de la mise en œuvre d'une stratégie, oblige à reconnaître comme un interlocuteur incontournable une organisation qui est encore en gestation et que jusqu'alors le gouvernement et les partenaires ignoraient soigneusement, comme tu nous l'as rappelé. Cette forte implication corporative, problème de la rentrée, problème des salaires, avec des points marqués sur les salaires, contribue indéniablement à la victoire, à tout le moins inattendue, de la FSU, toujours en gestation, aux premières élections professionnelles, comme ça a été rappelé, et au fait que la FSU s'impose là où on ne l'attendait pas, comme premier syndicat de l'enseignement, devant l'UNSA, qui s'est constituée pour elle en février 93, avec la FEN restante comme noyau. La FSU, dans ces mêmes années, s'implique, la FSU émergente toujours, s'implique dans 2 grandes mobilisations contre des projets de loi qui concernaient à titre divers ce qu'on qualifie de communauté éducative. En 93, elle se mobilise dans le cadre du mouvement qui a été initié par le CNAL contre la loi dite Bourbrock ou loi Bayrou, qui visait à autoriser les communes à financer librement les écoles privées, ce qui nous avait amené à défiler pour défendre la loi Fallou, ce qui était un petit peu perturbant du point de vue mental, mais enfin bon, le principe était bon. Projet qui est déclaré inconstitutionnel avant que ne s'organise la très puissante manifestation nationale à Paris qui avait été initiée par le CNAL et auquel, bien sûr, la FSU participait. Manifestation maintenue comme une manifestation de victoire. Là, je crois que c'est intéressant aussi. Et ceux d'entre vous, ceux que les plus de 20 ans savent que font peut-être partie de ceux qui n'ont jamais réussi à décoller de la place de la République. C'était un truc absolument incroyable, qui participe d'ailleurs de ce renouvellement manifestant que tu évoquais tout à l'heure. En décembre de cette même année, la FSU prend part à la mobilisation qui a été initiée par les syndicats lycéens et étudiants contre le contrat d'insertion professionnelle, l'ancêtre du CPE, qui, comme lui, vise à la mise en place d'un SMIC jeune et qui, déjà, va remporter une victoire en contraignant Balladur au retrait
du projet. Retrait dont je rappelle à ceux qui ont participé qu'il est annoncé aux militants et syndicalistes pendant le congrès de la FSU. Et là encore, on a une dynamique intéressante entre la chronologie de l'organisation et la chronologie des mouvements et de leur victoire, deuxième victoire de type différent. Cette première moitié des années 90 est également marquée par l'irruption de nouveaux mouvements sociaux. On ne va pas entrer sur la définition de la notion de mouvements sociaux, dont les premiers s'inscrivent, s'agissant de la France, dans le sillage de précédents anglo-saxons, comme l'indiquent certains intitulés, Greenpeace, ACT UP, et dont d'autres sont des mouvements pour la défense des droits fondamentaux dont l'urgence ne fait que s'accroître à la mesure des effets du libéralisme triomphant et de la politique de Balladur. Droit au travail, droit au logement, droit à la santé, revenus pour les chômeurs, droit des femmes, défense des sans-papiers. Avec là encore, et comme c'était rappelé il y a un instant, mais sous d'autres formes, l'émergence de répertoires nouveaux, pour employer ce terme, de formes d'action nouvelles, dont les occupations de droit au logement. Ces revendications et les mouvements qui les portent contribuent à de premiers déplacements de l'action syndicale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le groupe des 10 parce qu'Annick Cooper en parlera beaucoup mieux que moi, mais pour rappeler simplement qu'il doit, au départ de ses composantes réformistes, à celles qui ont rejoint l'UNSA, de basculer définitivement du côté d'un syndicalisme de transformation sociale, ce qui va l'amener à s'imposer, à s'affirmer comme je cite, un opérateur politique des mouvements sociaux. J'emprunte cette formule à Franck Georgy, qui sera là cet après-midi, je crois. Franck Georgy qui montrait comment dans les années 70, c'était la CFDT qui avait été amenée à jouer ce rôle d'opérateur politique du mouvement social. Je trouve que la formule est intéressante, y compris pour les débats qu'on aura sans doute cet après-midi. Avec comme première expression de cette symbiose qui s'amorce, qui s'opère, qui s'affirme, le collectif AC, qui va être à l'initiative de première marche dont l'objectif majeur est la remise en cause des politiques européennes et de leurs politiques libérales européennes et de leurs effets. Les 5 marches qui vont converger sur Paris le jour des élections au Parlement européen. Là encore, jonction des agendas. Et marches qui sont un préalable à la constitution d'une organisation pérenne, AC, organisation qui elle-même, dès lors qu'elle est pérennisée, va être à l'initiative de la marche européenne des chômeurs de 97 et des suivantes. Ces mutations syndicales, ces amorces de mutation du champ d'action du syndicalisme et ces mobilisations sont contemporaines de mobilisations qui s'opèrent à une toute autre échelle ou sur d'autres objectifs et qui vont participer d'une remise en cause frontale de la financiarisation économique, des multinationales, des politiques de réajustement structurel et bien sûr de leurs agents que sont le GATT devenu l'OMC, le FMI et les G7. Et je voudrais évoquer donc dans une troisième et dernière partie, ça va, c'est bon, cet autre type de mobilisation en montrant, en revenant in fine au sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire à la FSU. Alors, cette forme nouvelle de riposte s'est amorcée en 1984 à l'occasion du G7 qui était réuni à Londres et qui a vu pour la première fois des économistes critiques de la pensée libérale organiser ce qu'on pourrait déjà appeler un contre-sommet. Il l'avait appelé The Other Economic Summit, ou TOES, pour, en miroir, dénoncer, je dirais, intellectuellement, scientifiquement, les logiques à l'œuvre portées par le G7. Cette stratégie, enfin cette politique,
et réitéré 5 ans plus tard à Paris, puisque c'est à Paris que se tient le nouveau G7 en 89, comme modalité de commémoration du bicentenaire de la Révolution française, ou en tout cas en profitant de ce bicentenaire, avec une grande manifestation nationale à Paris, et à Paris, un très grand nombre d'organisations associatives et syndicales participent à cette manifestation, qui n'est pas encore un contre-sommet, mais à cette manifestation miroir, hein, dénonciatrice en tout cas, dont la FSU, dont le SNES, pardon, dont le SNES avant son exclusion, et ceux qui porteront quelques mois plus tard la nouvelle fédération, et la CGT. Et puis à partir du début de la décennie 90, ce type de mobilisation se multiplie, mais à la différence des deux premières que je viens d'évoquer, elles s'autonomisent de l'agenda des grands rassemblements de la finance et du commerce mondial, enfin libéraux. Elles se structurent sous différentes formes en réseau pérenne, et ça traduit un passage à l'offensive de ces mouvements, dont vous voyez qu'ils dépassent dans leurs objectifs et souvent dans leur assise le strict cadre national. Mais là, on a convergence de toute une série de rejets. Les gens se lèvent et disent non. Alors que depuis plus de 10 ans, depuis 1973, la riposte paraissait difficile, voire impossible. En 90, c'est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde qui est fondé en Belgique et qui fédère toute une série de comités locaux des différents continents. En 93, c'est Via Campesina, qui est créé à l'initiative du Hondurien Rafael Alegria et qui va regrouper des dizaines d'organisations de défense paysanne d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, dont les Santerres du Brésil et la Confédération paysanne de José Bové, dans un ordre un peu différent, mais quand même. En 95, la 4e conférence mondiale sur les femmes adopte le principe d'une marche mondiale des femmes, qui est inspirée de la marche des femmes du Québec contre la pauvreté. Cette décision se concrétisera en 2000 par la première marche mondiale des femmes, qui débute le 8 mars, qui s'achèvera le 17 octobre. 17 octobre qui, à cette occasion, est décrétée journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par l'ONU. Et là encore, on a des convergences de toute une série d'acteurs de statuts stricto sensu différents. Pardon. La riposte peut également prendre la forme d'expériences politiques visant à inscrire en pratique l'idée qu'un autre monde est possible. Alors c'est bien sûr l'expérience des zapatistes, après leur soulèvement à l'initiative du sous-commandant Marcos, les zapatistes qui, pour mieux mettre en œuvre l'idée selon laquelle il faut agir local et penser global, vont être à l'initiative de la première rencontre intergalactique de l'humanité réunissant 42 pays d'Europe et d'Amérique, 96, se prolongeant par la constitution en 97 de l'Action mondiale des peuples. On quitte le sujet, mais tout ça se passe en même temps. Hein. C'est le en même temps qui m'intéresse dans cette histoire. Et puis, bien sûr, la riposte antilibérale, elle prend la forme de grève là où la défaite, la dramatique défaite des mineurs britanniques de 84 avait laissé à penser, je dirais presque de façon planétaire, que ce type de lutte était devenu impossible et que le consensus de Washington avait trouvé les armes pour l'emporter en pratique sur un terrain qui avait été longtemps celui du mouvement syndical. Ce retour en force de la grève et de la grève victorieuse, sinon sur tous les points, en tout cas sur un certain nombre de points majeurs, s'opère en France avec les grèves de l'automne 95, grève dans lequel la FSU va jouer un rôle important, d'abord parce qu'elle, en amont, elle participe, évidemment, elle est à l'initiative du mouvement universitaire qui précède la généralisation de la grève dans la fonction publique sur le rejet du plan Juppé, puisque bien évidemment elle est ensuite, au même titre que les autres, que la CGT, que Solidaire,
et que l'opposition de la CFDT, confrontée à cette attaque contre l'extension au public des mesures de réforme des retraites qui viennent d'être d'ores et déjà mises en œuvre dans le secteur privé. Et cette grève victorieuse, même si aujourd'hui on nuance un petit peu la sécurité sociale n'a pas été, qui était une revendication de la CGT, n'a pas été... Enfin, les projets gouvernementaux de la sécurité, concernant la sécurité sociale n'ont pas été remis en question. Néanmoins, grève victorieuse après tant de défaites. Et on a donc une série de mouvements victorieux qui amènent à penser, enfin c'était l'hypothèse que j'avais avancée, que quelque part dans les années 95, la manifestation liée avec des grèves s'impose de facto comme une forme de référendum d'initiative populaire que nul n'aurait bien sûr décrété. Hobsbawm, en parlant de l'invention du 1er mai, disait que c'était la conquête d'une journée de son plein droit. Il me semble un petit peu qu'on pourrait parler de l'émergence d'une forme de référendum d'initiative populaire de son plein droit, c'est-à-dire du plein droit du mouvement syndical dans sa diversité. J'ai encore deux minutes. Bon. Alors, les grèves de 95 vont accélérer les processus de convergence entre les mouvements sociaux que j'ai évoqués et certaines des composantes du syndicalisme de transformation sociale, dont la FSU. Bon, je ne vais pas parler de la constitution de Solidaire, puisqu'il y a de meilleurs interlocuteurs que moi et que ça me gagne une demi-page. Mais pour souligner quand même simplement, c'est pas tout à fait si simple que ça, que la FSU, la CGT, la Confédération paysanne et AC assistent au congrès constitutif de Solidaire et qu'on voit donc se dessiner un rapprochement autour de la notion avancée par Solidaire lors de ce congrès d'un pôle syndical alternatif. La notion est énoncée par Solidaire, mais il me semble que quelque chose se dessine, qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans le champ syndical français. Et à partir, donc il y a des formes d'action communes ou des rencontres qui s'opèrent. À partir de 97, la FSU, la CGT Solidaire organisent des journées intersyndicales femmes. Et puis, et je ne développerai pas, comme ça je serai tout à fait ou presque dans les temps, c'est bien sûr la constitution d'attaque où on va retrouver la FSU en tant que telle, des fédérations de la CGT, des fédérations critiques de la CFDT, la Confédération paysanne, et puis bien sûr les associations et les journaux concernés, mais vous savez ça aussi bien que moi, dont je ne développe pas, et donc des acteurs qui participeront ensemble, tous ensemble, à cet apogée de cette décennie, de cette décennie singulière, dont Seattle sera évidemment l'apogée, avant que ne s'opère le retournement économique, social, politique de 2001. Alors, je voudrais simplement un mot pour terminer, pour dire que, selon moi, cette contemporanéité d'un regain d'action victorieuse à différentes échelles et de l'émergence du syndicat a sans doute contribué à asseoir la solidité de ce syndicalisme, de cette fédération émergente, et a contribué sans doute à expliquer qu'elle puisse faire face, autant que c'était possible, à ce retour en force de la contre-offensive libérale après 2001. Voilà. Merci Daniel. Je ne saurais dire à quel point je me retrouve dans plein de tes propos qui m'ont rappelé que de bons souvenirs. Maintenant, nous